Donc, je vais revenir sur une thématique qui a été abordée et nous allons passer du niveau de la diplomatie à celui à nouveau de la société civile. Alors, les jumelages sont, cela a été dit, essentiellement une invention européenne de l'après-Seconde Guerre mondiale, mais cette pratique trouve son origine dans l'entre-deux-guerres, voire à la veille immédiate de la Première Guerre mondiale. Le jumelage s'est pourtant développé depuis les années 50 essentiellement dans un triple contexte, celui du rapprochement franco-allemand, celui qui lui est étroitement lié de la construction européenne et celui plus englobant de la guerre froide. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène de masse qui s'est répandue, puisqu'on compte aujourd'hui plus de 20 000 collectivités territoriales ou locales jumelées en Europe, les jumelages sont restés pendant très longtemps un objet totalement négligé de l'historiographie, sans doute parce que les relations internationales étaient traditionnellement appréhendées par en haut. Cependant, depuis une quinzaine d'années maintenant, les chercheurs s'intéresse à cette sorte de scène alternative des relations internationales que constitue cet échelon local. Et on évoque à cet égard donc la diplomatie par en bas. Et les jumelages sont un des instruments que ces collectivités territoriales ont forgés pour s'affirmer comme des acteurs de la politique internationale et aussi pour affirmer leur propre profil, leur identité. Par le jumelage, on saisit l'implication des citoyens ordinaires dans des initiatives et dans des échanges transnationaux. Alors, l'intérêt pour les jumelages se trouve actuellement renforcé du fait qu'un nombre croissant d'entre eux fêtent leur 50e anniversaire, ce qu'ils appellent, de manière très intime et émotionnelle, leur noces d'or. Donc ici, les premières noces d'or, premier jumelage franco-allemand, Ludwigsburg, Montbéliard, donc 1950, on le fête en 2000, et j'ai mis à droite une petite allusion aux autres jumelages franco-allemands, puisqu'il a existé aussi des jumelages entre des villes françaises et des villes de République démocratique allemande. Donc ici le cas de Ivry en banlieue parisienne. En 1950, au moment de la conclusion, Ivry était une commune communiste, et la ville de Brandenburg qui, elles aussi, en 2009, ont fêté leur noces d'or. Et à cette occasion, ces villes retrouvent leur mémoire, font le bilan du chemin parcouru, dressent aussi des perspectives d'avenir. Alors, je crois qu'il faut d'abord s'interroger sur ce qu'est un jumelage. Alors, je suis partie de la définition, on va dire, historique, l'une des toutes premières qui a été proposée par Jean Barrette, premier secrétaire général du Conseil des communes d'Europe en 1953. C'est la rencontre de deux communes qui entendent s'associer pour agir dans une perspective européenne, pour confronter leurs problèmes et pour développer entre elles des liens d'amitié de plus en plus étroits. 1953, étant donné la position de Jean Barrette, c'est clairement une perspective ouest européenne et seulement ouest européenne qui est évoquée ici. Je suis ensuite passée à la définition actuelle qu'on trouve dans le trésor de la langue française et qui nous dit, dans une formule plus brève, association officielle entre villes de pays différents en vue d'échanges, notamment au plan socio-culturel. Ce qui, à mon avis, soulève 4 problèmes. D'abord, des villes de pays différents. Je voudrais rappeler qu'il existe des jumelages infranationaux, des jumelages franco-français, des jumelages germano-allemands, qui résultent tous d'événements, d'expériences historiques particulières, sur lesquelles je reviendrai peut-être très brièvement. Cette définition ne parle que des jumelages de villes, alors que ça a été précisé ce matin qu'il existe aussi des jumelages de régions, de départements, de quartiers, d'écoles, d'universités, d'associations, et la liste est longue. Troisième remarque, au plan socio-culturel, quid de l'économique qui paraît être aujourd'hui une des dimensions essentielles des jumelages. Et enfin, association officielle. Et il faut bien convenir que le statut juridique des jumelages reste absolument flou. Un certain nombre d'entre eux reposent sur une charte de jumelage, comme ici donc Montbéliard, Ludwigsburg, mais
cette charte de jumelage a été signée seulement en 1962, le jumelage date de 1950 et pendant 12 ans, ça a reposé sur un contrat oral. Donc il arrive que des jumelages reposent sur une espèce d'engagement moral qui n'est pas écrit. Donc juridiquement, la question est de définir au cas par cas en quoi deux villes s'engagent dans un jumelage. Globalement, il me semble que les jumelages se définissent par leur nature, on l'a dit, ville, région, etc., et par leur fonction, des coopérations culturelles, économiques, sociétales. Et c'est souvent la similarité d'une activité qui donne à la ville son identité, qui est à l'origine du jumelage. Jumelage entre villes capitales, jumelage entre villes portuaires, entre villes industrielles, entre évêchés, entre villes universitaires, et ainsi de suite. Donc, les jumelages sont aussi en général appréhendés par le biais de ces coopérations qu'ils favorisent. Mais ce n'est pas ce que je vais vous proposer aujourd'hui, et je voudrais aborder maintenant la question des jumelages sous un angle particulier et spécifique, qui est celui de leur contribution au processus de rapprochement et de réconciliation, et donc d'analyser le rapport du jumelage à l'histoire et à la mémoire, et ainsi de mettre en lumière cette dimension symbolique du jumelage. La mise en avant d'identités historiques, de destins partagés a été particulièrement importante au premier temps des jumelages. Le tout premier jumelage historique qu'on connaisse jusqu'à aujourd'hui, parce que la recherche est en cours et il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore, c'est le jumelage entre Rottweil dans le sud-ouest de l'Allemagne et Brugg en Suisse, fondé en 1913 et qui a mis en avant l'appartenance des deux villes pendant un temps à la Confédération helvétique. Si on reprend le jumelage Montbéliard-Ludwigsburg, en 1950, c'est l'appartenance au Saint-Empire germanique qui a été mise en avant. Mais au-delà de ces deux cas, ce sont souvent des proximités fondées sur l'expérience historique, la mémoire, parfois la mémoire douloureuse, qui sont mises en avant. Et je voudrais citer ici un exemple qui n'est pas franco-allemand, mais que je trouve particulièrement parlant, qui est celui de la ville de Coventry, qui s'est jumelée en 1944 avec Stalingrad, donc avant la fin de la guerre, puis ensuite avec Caen, Kiel, Dresde, en 1959, donc par-delà toutes les considérations de pays ex-alliés ou ennemis, par-delà les appartenances au bloc Est et Ouest, avec pour point commun dans tous ces jumelages de lier des villes qui ont été bombardées, voire anéanties. Alors, le jumelage comme instrument de solidarité, de rapprochement, de réconciliation. Solidarité d'abord. Généralement, on a tendance à considérer le jumelage comme le lieu de l'engagement citoyen pour des valeurs positives comme la paix, l'établissement de la confiance, l'entraide. Et il est vrai que les tout premiers jumelages ou partenariats internationaux de communes ont reposé sur l'action caritative. Et là, je pense à Brugg-Rottweil, avec une aide au lendemain de la Première Guerre mondiale, puis une aide à nouveau au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Dans cette catégorie, on peut citer aussi des villes britanniques adoptant, c'est le terme de l'époque, des villes françaises du nord du pays, au lendemain immédiat donc, de la Première Guerre mondiale, des villes martyrs. Blackburn adopte Péronne en 1920 ou Paisley adopte Poix-du-Nord la même année. Il y a d'ailleurs, à ce moment-là, des premiers jumelages franco-français, qui s'appellent aussi adoption à l'époque. Marseille adopte Arras au lendemain de la Première Guerre pour montrer la solidarité entre des villes qui ont été des villes de l'arrière et des villes du front. On retrouvera ces exemples de solidarité après la Deuxième Guerre mondiale avec des jumelages entre des villes d'Alsace et de Moselle et des villes du sud-ouest de la France, puisque c'est là que la population originaire d'Alsace et de Moselle a été évacuée à l'automne 1939.
Mais je voudrais tout de suite mettre un bémol à ce tableau de la solidarité, car force est de constater que les premiers jumelages de l'entre-deux-guerres, qui ont été impulsés pourtant par des mouvements de citoyens, ont été marqués parfois par des solidarités idéologiques très agressives. Et l'idéologie nationaliste et même völkisch a présidé, par exemple, au jumelage, au partenariat, on parlait à l'époque de Patenschaft, entre Kiel et Sonderburg au Danemark, puisque Kiel a cherché à maintenir des liens avec une ville voisine, naguère allemande, où vivait encore une forte minorité allemande après la guerre, avec un caractère et des arrière-pensées irrédentistes. On pourrait ainsi donner plusieurs exemples. Ce qu'il faut en retenir, c'est que la société civile peut aussi exprimer donc, ces solidarités agressives et qu'il faut se garder du mythe d'une société civile ou d'action de citoyens qui agirait toujours en vue d'un intérêt supérieur par-delà leurs convictions politiques. Jumelage et rapprochement entre les peuples. Alors, à la différence de la solidarité, le jumelage comme instrument de rapprochement et de réconciliation implique qu'il y ait eu conflit ou tension dans le passé à surmonter. Dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, la volonté de rapprochement, voire de réconciliation, est explicite dans le discours public. Le jumelage entre les parties sortant de conflits se présente en soi comme un acte de réconciliation. Et c'est très net dans le cas franco-allemand sur lequel je voudrais m'arrêter. Je reviens sur un jumelage qui a été évoqué par Martial Libera tout à l'heure, celui de Strasbourg et Stuttgart en 1962. Et je vous cite cet extrait. La ville de Stuttgart a agi dans la conviction qu'en s'unissant à la ville de Strasbourg, dont le passé a été si profondément marqué par les vicissitudes des relations franco-allemandes, elle peut apporter sa contribution à la réconciliation, le mot est dit, des deux nations, fondement indispensable à l'unification européenne. Donc là, on voit le lien entre franco-allemand et européen. La ville de Strasbourg, qui partage cette conviction, agit dans le sens de sa mission européenne en s'unissant à la ville de Stuttgart, qui a toujours tenu et tient encore une place de premier ordre parmi les villes d'Allemagne. Les deux villes s'engagent solennement à servir, dans le cadre de leur jumelage, la cause du rapprochement des peuples et de la paix. Alors, à cette époque-là, en 1962, on compte déjà une centaine de jumelages franco-allemands. Le mot réconciliation est ici prononcé. C'est rarement le cas avant 1962 parce qu'effectivement, le mot réconciliation ne fait pas partie du vocabulaire, encore moins du vocabulaire diplomatique, mais même dans la société civile, c'est un terme qu'on ne trouve pas fréquemment, je dirais qui est presque absent jusqu'au la première moitié des années 50, à l'exception peut-être de certains milieux confessionnels et encore. Et les communes qui s'apparient parlent plus généralement et plus sobrement de rapprochement ou de compréhension mutuelle. Alors, c'est le cas du premier jumelage franco-allemand, et j'en viens à Lucien Taradin, le maire de Montbéliard, qui noue donc en 1950 ce premier appariement. Et sa prise de position est fondamentale parce qu'elle met en lumière la difficulté de ce rapprochement dans l'immédiate après-guerre et le fait que l'opinion publique française n'y était pas disposée. Donc je voudrais vous lire l'extrait d'un article écrit par Taradin en 1950, au moment où il conclut le jumelage avec Ludwigsburg. Les plaies de l'horrible guerre ne sont pas encore effacées. Et pourtant, en cet été 1948, au Mont Pèlerin, en Suisse, les quelques maires français et allemands présents osèrent se regarder sans haine. Ils osèrent se dire « Le passé est trop sombre, essayons de se voir ensemble l'avenir ». S'il y a eu des erreurs dans le passé, si les tentatives de rapprochement n'ont pas réussi, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer à nouveau. Il nous faut convaincre par la persuasion les résistances très compréhensibles de nos concitoyens, mais qui ose encore nier la nécessité d'un rapprochement. Se regarder toujours de part et d'autre du Rhin, en grinçant les dents, le doigt sur la détente du fusil, prêt à mettre le feu au monde, n'est pas une existence raisonnable pour les deux peuples. Alors, il faut que les hommes de bonne volonté prennent la tête, il faut que dans les ténèbres de l'heure présente, chercher une voie commune de compréhension mutuelle. Alors, quelques mots peut-être de commentaires sur cette citation. Taradin est un ancien prisonnier de guerre, évadé, résistant, arrêté et déporté à Buchenwald. Et il est assez typique de ces personnalités qui, côté français, initient
les premiers jumelages et initie les premières actions de rapprochement avec l'Allemagne. Ce sont, pour une grande part d'entre eux, d'abord des résistants, parce qu'ils sont les seuls à avoir la légitimité nécessaire pour le faire. On trouvera par la suite beaucoup d'anciens prisonniers de guerre. Et je dois dire aussi que Taradin avait été soldat pendant la Première Guerre mondiale et qu'il avait fait partie de ces associations d'anciens combattants qui avaient rencontré des associations partenaires dans l'entre-deux-guerres, ce qui a été évoqué par Sylvain Schirman dans l'introduction ce matin. Donc, même s'il n'y avait pas eu de jumelage franco-allemand dans l'entre-deux-guerres, on peut dire que Taradin vient d'un milieu qui a quand même, dans les années 20, lui aussi tenté ce premier rapprochement franco-allemand. Les jumelages franco-allemands, comme il l'évoque, sont nés d'une initiative privée suisse. Le rôle des tiers, dont les bons et loyaux services sont souvent appréciés, de l'association des écrivains bernois, qui a proposé à des maires, donc Bürgermeister, français et allemands, de se rencontrer en terrain neutre en Suisse en 1948 et ensuite en 1949. Et c'est de là que sont sortis tant le premier jumelage franco-allemand que l'association qui s'appelle l'Union internationale des maires pour le rapprochement franco-allemand. Dans ce texte aussi, il y a cette référence très importante à Locarno et l'idée que Locarno a été un rapprochement des États, mais aussi un rapprochement des élites, des intellectuels d'autre part, et que la base est totalement restée à l'écart de cette tentative et qu'il faut apprendre de cet échec de Locarno. Et l'Union internationale des maires pour le rapprochement franco-allemand écrit au début des années 60 « Nous voulons créer un Locarno par en bas, par la coopération planifiée et constante d'homme à homme, de mer à mer, de commune à commune, nous voulons placer l'idée fructueuse des partenariats au centre d'un travail pratique. » Donc c'est cette idée de vouloir faire participer la base, indépendamment de l'âge et des catégories socioprofessionnelles, aux échanges, à des échanges concrets, afin d'ancrer dans les sociétés cette volonté de rapprochement franco-allemand. Et ça, c'est une différence majeure avec l'entre-deux-guerres. Mais dans un premier temps, ce rapprochement a été tourné vers le présent et l'avenir, car les protagonistes n'avaient pas la possibilité, n'avaient pas la force encore de se retourner vers un passé trop douloureux et très traumatique. Il y a eu dans les années 50 et 60 encore la tentation de la tabula rasa et même de tabouiser le passé. Et ces débuts du jumelage entre Ludwigsburg et Montbéliard ont été en réalité assez difficiles. Du côté de Ludwigsburg, un certain nombre de participants aux échanges, et j'entends par là des adultes, appelaient régulièrement à l'oubli, ce qui passait très mal du côté de Montbéliard. Et je pense que cette question du passé fait, selon moi, la différence entre le rapprochement, qui peut être vraiment dans le présent et pour l'avenir, et la réconciliation obligeant à un moment donné du processus à interroger, à faire ce retour sur le passé et à traiter ensemble des questions difficiles. Donc je crois qu'il faut être vigilant dans l'analyse, et quand les maires de Stuttgart et de Strasbourg en 62 parlent de réconciliation, ils emploient le mot, oui, c'est dans le discours, mais pour moi c'est du travail de rapprochement et pas du travail de réconciliation, parce qu'à ce moment-là, dans le jumelage entre Strasbourg et Stuttgart, on ne parle pas encore de l'affrontement, on n'est pas capable de parler ensemble du passé. Cela viendra plus tard. Ce poids du passé est resté très longtemps un obstacle, et il a fallu... c'est même, ça aurait pu, le fait qu'on ne parle pas finalement de ce qui a divisé et de cette douleur aurait pu faire échouer ce phénomène des jumelages, qui a été condamné sans appel par quelques intellectuels, en France notamment, et je pense ici au philosophe d'origine juive, Vladimir Yankelevitch, qui dans un petit ouvrage qui s'appelle « Pardonner », point d'interrogation, publié en 1970, plaide ardemment contre le pardon,
Et il se désole de l'évolution des rapports franco-allemands. Je le cite, « Tout est déjà pardonné et liquidé. Il ne reste plus qu'à jumeler Oradour avec Munich ». Oradour étant évidemment le symbole du massacre, enfin d'un lieu de massacre perpétré par la Wehrmacht en France. Et jusque dans les années 1990, il y a eu des refus de jumelage ou des refus de participer à des jumelages en raison du poids du passé. En fait, c'est surtout à partir des années 1990 que les jumelages ont introduit le travail sur le passé dans le cadre de leurs pratiques, notamment par deux biais, celui de l'éducation, les échanges scolaires, le travail avec les scolaires, et par celui de la commémoration officielle, de la commémoration commune. Par exemple, la première commémoration commune du débarquement allié et de la libération de l'Europe n'a pas été celle de la cérémonie officielle à 2004 à Caen, où on a vu Chirac et Schröder s'embrasser, mais c'est une première commémoration avait eu lieu au niveau local et régional dans le cadre du jumelage Calvados-Basse-Franconie en 1994, c'est-à-dire 10 ans plus tôt. Et on peut même se demander à partir de là si des expérimentations qui se font sur des scènes locales ou régionales, une fois qu'elles produisent leurs fruits, ne servent pas à nourrir d'autres expérimentations au niveau national. Pour conclure, je voudrais d'abord revenir sur le terme de jumelage qui a une existence extraordinaire. Il est né au lendemain de la guerre franco-prussienne en 1870-71 pour signifier le couplage d'armes à feu, donc il vient du langage militaire. Et 75 ans plus tard, il en vient à désigner l'un des actes les plus symboliques du rapprochement franco-allemand. Donc l'histoire de ce terme est très remarquable et le mot jumelage dit jumelage et même entré dans la langue allemande aux côtés de celui de Städtepartnerschaft pour montrer à quel point cette expérience franco-allemande des jumelages a marqué l'expérience plus générale des jumelages. Et là-dessus, il est important peut-être de souligner que les jumelages franco-allemands n'ont pas été les premiers jumelages de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été précédés par des jumelages germano-britanniques, notamment en 1947. Mais dans la mémoire, on retient aujourd'hui souvent, on croit penser que ce jumelage Ludwigsburg-Montbéliard est le premier d'entre eux. Aujourd'hui, peut-être un double phénomène. Certains jumelages de petites villes, notamment, s'essoufflent avec le changement de génération. Mais d'autre part, surtout dans les grandes métropoles, les jumelages se professionnalisent, se technicisent, deviennent un élément à part entière des coopérations européennes, des stratégies économiques et culturelles, des politiques de bon voisinage. Et par ailleurs, à toutes les échelles, on voit que le jumelage s'inscrit dans les discours et les pratiques de réconciliation et que cette dimension de travail sur le passé au sein des jumelages est en augmentation constante. Sans doute faut-il en conclure que le passage à une nouvelle génération qui n'a pas connu la guerre paraît faciliter ce retour sur le passé, tout au moins dans le cadre des jumelages. Merci. Merci beaucoup, Corinne, pour cet exposé qui nous montre la complexité un peu de ces phénomènes de jumelage et qui pose vraiment la question de fond, rapprochement, réconciliation, ce n'est pas tout à fait la même chose.